des questions? 2, 3, 4. Une main se lève. Une question naïve, mais puisqu'il n'y a pas de question idiote. Les centrales sont refroidies à l'eau par vaporisation de l'eau ou par simplement échauffement de l'eau, comme un moteur de voiture? Parce qu'on avait dire qu'avant qu'il manque de l'eau pour la vaporiser et puis évacuer la chaleur. Mais là, c'est clair. Non, c'est pas de la vaporisation. Ce n'est pas de la vaporisation. Notre ingénieur, directeur sûreté de. Il y a les deux cas. Les centrales en bord de mer sont toutes réfrigérées directement par pompage d'eau de mer, donc c'est uniquement réfrigération sur échangeur. Les centrales en bord de rivière, historiquement les plus anciennes sur les fleuves à plus gros débit, ont eu des autorisations pour pomper directement aussi comme celles en bord de mer, mais il est probable qu'avec la réglementation actuelle, elles ne le pourraient plus, parce que l'échauffement est bien sûr supérieur, donc la température juste au rejet de la centrale est supérieure dans ce mode de refroidissement que dans le refroidissement avec tour aéro-réfrigérant, où là, c'est l'atmosphère qui est la première source de refroidissement. Donc maintenant, en bord de fleuves, de rivières, on recourt pratiquement systématiquement aux aéro-réfrigérants. Donc c'est la chaleur latente de vaporisation de l'eau qui refroidit le circuit principal. Ce sont les grandes tours qu'on voit à Bugey ailleurs. Du coup, c'est beaucoup moins sensible à la sécheresse. Il manque plus d'eau. Isabelle. Oui, merci pour cet exposé. Voilà, en fait, il pose beaucoup de questions sur la collusion des échelles de temps, entre le temps long du climat et le temps court de la météo. Et ça pose plusieurs questions qui sont presque des questions de sociologie ou de philosophie. Soit on attend un événement improbable contre lequel Dupuy a dit que c'était le catastrophisme éclairé et que de toute façon ce qui allait survenir, on ne pouvait pas l'imaginer parce que c'était, il n'y a pas une reproduction du passé dans l'avenir. On a des événements chaotiques qui ne se reproduisent pas. Et à ce moment-là, on arrive à un certain fatalisme qu'on voit dans d'autres civilisations où on attend que les choses se produisent pour réagir. En fait, nous, on a, dans notre culture, on essaye d'anticiper au maximum, hein, c'est d'ailleurs le catastrophisme éclairé en disant qu'on essaye de maîtriser pour que ça ne se produise pas. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. Alors c'est vrai pour la canicule, par exemple à Marseille, sur votre carte, on voyait qu'il y avait une tache rouge, et c'est là où proportionnellement il y a eu très peu de morts, parce qu'il y avait eu des dispositifs qui avaient été faits, il y avait des aménagements, ils avaient tiré des expériences du passé pour mieux maîtriser l'avenir. Et donc, après, on peut se poser la question du principe de précaution, jusqu'à quel niveau on va pour essayer de se prémunir contre un aléa que l'on ne maîtrise pas. Ensuite, on peut encore se poser la question sur laquelle vous avez terminé, et justement là, c'est intéressant parce que le risque, vous l'avez défini, je crois, entre le péril et je ne sais plus quoi. Nous, on disait, en géographie, on appelle ça entre l'aléa et la vulnérabilité, mais je pense que c'est à peu près la même notion. Et à partir du moment où l'aléa, on est responsable, à partir de l'activité humaine, on devient responsable de l'aléa, on change aussi la donne. Et là, il y a un éco-anthroposystème qui pose un certain nombre de questions. Mais finalement, bon, là, ce sont aussi des interrogations scientifiques, mais sur d'autres types de sciences qui sont de la sociologie de la physique. Bon, c'était plus un commentaire qu'une question directe.
moi je ne suis pas du tout sociologue. Là, en tant que scientifique, les sociologues sont des scientifiques. Oui. Les scientifiques humains et les ingénieurs sont inhumains. je vote et je peux avoir mon opinion, mais là on essaie d'avoir une approche, disons, pragmatique à de l'événement extrême. C'est-à-dire que si on a cherché à se concentrer sur la météo, sur le problème météorologique et méthodologique. Ensuite, je suis tout à fait conscient qu'il est très important de voir comment ce qui est fait dans ces laboratoires est perçu à l'extérieur. Donc on travaille aussi avec des collègues économistes ou sociologues qui essaient de nous faire réfléchir à d'avoir une réflexion centrée sur notre activité elle-même. C'est-à-dire que l'activité, l'acte de dire, l'acte de montrer que l'activité humaine augmente le risque, par exemple, de sécheresse ou de canicule, ou je ne sais trop quoi, en fait, il n'est pas du tout anodin sur la recherche elle-même. C'est-à-dire que je peux, à partir du moment où je fais cet acte, je ne peux plus oublier que je suis un citoyen. Et donc, je dois peser mes mots et je dois faire la plupart de mes collègues qui font ça doivent très attention à ce qu'ils disent et utilisent tous les bémols possibles et imaginables, mais n'empêche qu'on passe un pas qui sort de notre champ scientifique. C'est quelque chose sur lequel on se doit de réfléchir. On peut peut-être rajouter que l'effet signe noir de la canicule de 2003 a été signe noir plutôt à Paris et beaucoup moins en province. La grande majorité des morts a été plutôt à Paris. En vrai, il y a beaucoup d'incendies. Ah non, je parle des morts par cela. Les vieillards qui sont morts à cause de la soif. Mais le ministre de l'époque a expliqué qu'il y avait moins de morts après. Oui, ça. Je me pose la question du sujet de la naissance des cyclones tropicaux. Et la question c'est, est-ce que vous avez montré qu'une des conditions, c'était que la température de l'eau de mer dépasse 26 degrés à une certaine profondeur. Et ça se produit Sur une certaine sur une certaine profondeur. Alors, si la température générale augmente, est-ce que ça ne risque pas d'augmenter cette probabilité, puisqu'il y a une des conditions qui est importante. Alors pourquoi? C'est parce que, effectivement, l'apparition de vapeur de l'eau augmente la température très rapidement. Et effectivement, à partir de 26 degrés, on a une proportion dans l'air, une proportion de vapeur d'eau qui est de plus en plus importante. Or, la vapeur d'eau est plus légère que l'air. Donc, le mélange a tendance à monter. Et s'il monte, ça fait une filtration, donc ça active encore l'évaporation. Avec la force de Caroline, ça se met à tourner. Donc on va, ça c'est une approche un peu intuitive, mais on comprend, on peut voir quand même pourquoi, au fond, cette température est pas critique. Et si cette température augmente beaucoup, on peut imaginer que la probabilité va être plus forte. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est pas une tendance. C'est pas une tendance qu'on observe. C'est que le nombre de cyclones tropicaux ne semble pas augmenter avec le temps. Par contre, ce qui semble augmenter, c'est que la puissance des cyclones tropicaux les plus puissants semble augmenter elle-même. Donc, l'augmentation de la température, c'est une condition nécessaire, mais enfin, il y a d'autres conditions qui sont la température atmosphérique à certains niveaux, et puis le fait que il faut qu'il y ait du vent aussi. Donc, il faut qu'il y ait du vent au départ. S'il n'y a pas de vent, en fait, on peut avoir un mouvement vertical, et puis ça sera très localisé. Donc il y a un certain nombre de conditions, de gradients de température qu'on n'observe pas forcément à l'heure actuelle. Alors je ne suis pas un spécialiste des cyclones tropicaux, il y a certains des gens qui en parleraient de moi, peut-être André d'ailleurs.
les statistiques sur le nombre de cyclones tropicaux en fait n'augmentent pas. Il n'y a pas de tendance particulière. Il y a certaines caractéristiques des cyclones tropicaux qui ont changé au cours du XXe siècle, mais leur nombre en fait semble être assez stationnaire pour l'instant. Et sur les tempêtes en Europe, on peut dire des choses? Sur les tempêtes, en fait, si vous regardez l'Europe en entier, en fait, non, il n'y a pas de tendance non plus. Si vous regardez des endroits tout petits comme la France, oui, alors entre le début du XXe siècle et l'heure actuelle, on a l'impression qu'il y a plus de cyclones. Si vous regardez une échelle de temps beaucoup plus longue, il y a eu ce trou, il y a un hiatus de tempêtes pendant quelques décennies. Mais si vous regardez l'Europe dans son intégralité, il n'y a pas plus de tempêtes. Et maintenant, si vous regardez ce fameux rail des tempêtes, parce que les tempêtes vont naître à peu près au sud-ouest du Groenland, autour du Labrador. Les tempêtes, il en est à peu près, il y en a plusieurs par an. Enfin, toutes les semaines, vous avez un truc qui se déplace gentiment, assez rapidement vers l'est. Et puis c'est comme les bus. Vous avez des bus qui partent toutes les 10 minutes du dépôt. Et si vous êtes à un endroit donné de la ville, vous n'avez pas un bus qui arrive toutes les 10 minutes. Donc, il peut y avoir un accident, je ne sais pas, ou le bus va ailleurs. Donc, ça, c'est le genre de choses qui est très difficile à prévoir. Des fois, il y a 10 bus qui vont arriver en même temps. Donc, comme l'hiver dernier, toutes les tempêtes qui sont nées à un rythme normal sont arrivées quand même en France. Mais est-ce que le rail risque de se déplacer vers le sud ou vers le nord?